dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La colère des surveillants pénitentiaires. Aujourd'hui, ils ont bloqué les entrées d'une dizaine d'établissements dans le Sud-Est, et notamment à Nîmes et à Marseille. La campagne des Européennes continue. Aujourd'hui, Vincent Peillon était à Marseille. Le candidat socialiste dans le Sud-Est est à peine dans les sondages. De son côté, José Bové, le candidat Europe Écologie Les Verts, a réuni ses troupes à Montpellier ce soir. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'asthme. Cette maladie inflammatoire des bronches ne cesse de progresser, en particulier dans les villes très polluées comme Marseille. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, cette information, un avion de la compagnie XL Airways assurant la liaison Marseille-Mayotte-La Réunion a dû être dérouté. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. 2 passagers, visiblement ivres, se sont montrés violents envers des membres de l'équipage. L'avion qui a découlé de l'aéroport de Marignane a donc dû se poser en urgence au Caire, en Égypte, pour débarquer les 2 individus. On en vient maintenant à la grève du personnel des établissements pénitentiaires. Le fonctionnement d'une dizaine de prisons du sud-est de la France a été perturbé ce matin, comme par exemple ici, sur ces images tournées devant la maison d'arrêt de Nîmes. Les surveillants dénoncent la flambée de violence et le manque de moyens humains. Illustration de cette colère à Marseille avec ce reportage de Romain Péric. Les matons de la prison des Baumettes à Marseille mettent le feu aux poudres et bloquent les entrées et les sorties de l'établissement. Ici, on compte 1900 détenus pour 600 surveillants qui subissent quotidiennement insultes, menaces, coups et séquestrations. La flambée de ces violences dans les prisons les exaspère et pour eux, il y a trop d'agressions et pas assez de personnel. 4 agressions la semaine dernière, tout simplement. 4 ratés donc. Un qui a reçu un pot de Nutella dans la tête. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Un qui s'est blessé au genou pendant l'intervention, un qui s'est fracturé le scaphoïde et un autre qui a un problème à la hanche. Voilà, tout simplement. Donc toutes les semaines, on a régulièrement 2-3 agressions. Même chose à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence où, comme à Marseille, une centaine de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire se sont rassemblés à l'appel national des syndicats. Tous craignent de ne plus pouvoir assurer leur mission de service public. Moins de surveillants veut dire il y a moins de réinsertion possible, c'est-à-dire que le surveillant, s'ils sont peu nombreux, ils se retrouvent en difficulté pour faire l'essentiel des missions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes censé être 2 à l'étage, mais que vous êtes plus que tout seul, l'écoute aux détenus et les problématiques qu'il peut rencontrer au quotidien, vous avez plus le temps pour lui, parce que vous avez d'autres détenus à gérer. Parce qu'aujourd'hui, les surveillants ici, c'est 120 à 140 détenus sur 3 ailes. Seul, ça devient très compliqué à gérer. En milieu de matinée, la compagnie républicaine de sécurité est venue déloger dans le calme les manifestants. En tout, ce sont 500 personnes qui se sont mobilisées dans les 10 établissements que comptent les régions Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Autre titre ce soir avec la visite de Vincent Peillon à Marseille. La tête de liste socialiste dans le sud-est pour les élections européennes est venu faire campagne dans les quartiers populaires de la ville. L'ex-ministre de l'Éducation nationale peine à convaincre. Il est donné largement battu dans les sondages. Reportage Marguerite Kioch. Une campagne qui ne déplace pas les foules. Une poignée d'élus marseillais sont venus accueillir Vincent Peillon lors d'une visite de la friche de la Belle de Mai. Un équipement qui a bénéficié de fonds européens. Mais derrière les sourires, le PS est en fâcheuse posture avec seulement 13% des intentions de vote, loin derrière l'UMP et le Front National. Quand on voit ce débat, qui est d'ailleurs souvent, et je l'ai vu avec M. Muselier, il dit de toute manière, il y a un rejet de François Hollande, il faut faire la campagne en disant que vous êtes pour ou contre François Hollande. Quel mépris pour les électeurs. Non, les électeurs, ils ont besoin de choisir le destin de l'Europe. Alors il y a l'Europe des marchés, je le redis, c'est pas la mienne. Vous savez quand même, je me suis battu contre les paradis fiscaux, chacun le sait, pendant des années. Qui j'avais en face de moi? Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, c'est candidat de M. Muselier. Vincent Peillon, c'est l'ancien ministre de l'Éducation, monsieur réforme des rythmes scolaires. Ingrédient supplémentaire d'une débâcle électorale annoncée, l'abstention qui devrait dépasser les 60%. L'Europe régente aujourd'hui la façon de vivre des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une éducation au vote européen. Pour expliquer que justement, tout ce dont on parle aujourd'hui, notamment l'austérité, c'est l'Europe qui nous l'impose, qui l'impose à la France, et de fait que la France l'impose aux citoyens français. Donc le combat pour les européennes me paraît un combat, le vrai combat politique, il est vraiment là.
Revenir sur le fond pour intéresser les électeurs. Pourtant, à chaque élection, les Français sont de moins en moins nombreux à élire leurs représentants au Parlement européen. Européenne toujours, mais à Montpellier cette fois, Europe Écologie Les Verts tient un grand meeting en présence de José Bové ce soir, avec notamment Catherine Grèze. Ce sont les têtes de liste pour la circonscription sud-ouest. Un grand meeting qui regroupe quasiment toutes les têtes de liste Europe Écologie Les Verts et notamment Michel Rivasi pour la circonscription sud-est. Et le maître de cérémonie ce soir, c'est Daniel Cohn-Bendit, qui était en compagnie de José Bové à Nîmes hier, le député européen sortant qui quitte le Parlement européen mais qui reste un Européen convaincu. On l'écoute. La proposition de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, de faire un bras d'honneur à la mondialisation et de se recroqueviller sur la France, c'est terrible. La France sera démunie face à la mondialisation. L'État va-t-il sauver la SNCM? C'est ce que croit savoir le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique affirme en effet qu'un rapport secret du ministère des Transports évoque le versement de 800 millions d'euros pour sauver la compagnie maritime de la faillite. Le paradoxe, c'est que Bruxelles a condamné la SNCM à rembourser 400 millions d'euros à l'État. La compagnie doit aussi financer son plan de relance. Alors le contribuable sera-t-il le sauveur de la SNCM? La direction de la compagnie affirme que non, tout comme les syndicats. Réaction au micro d'Axel Buteau. Il est totalement anormal que pour la troisième fois dans les 6 mois, le Canard enchaîné se livre à une telle manipulation. Les réunions avec le ministère ne sont pas terminées. La prochaine a lieu demain matin avec nous, représentants des actionnaires salariés en particulier. Il est totalement anormal qu'on ait droit à ce type de manipulation une nouvelle fois de la part de Veolia, de Transdev ou d'autres membres de l'État qui ne sont pas identifiés à cette heure. Politique toujours avec un exercice périlleux aujourd'hui pour François Hollande pour le 2e anniversaire de son quinquennat. Il a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. C'est la première fois qu'un président d'exercice accepte une interview dans une matinale. Et François Hollande a notamment dû s'expliquer sur l'inversion de la courbe du chômage, une promesse qu'il n'a pas tenue. Écoutez. Je me suis fixé comme objectif, comme obligation. Ça sera preuve que le pays a pu sortir de la situation dans laquelle je l'avais trouvé, la baisse du chômage. Oui. Comment voulez-vous que, à la fin du mandat, si j'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays, je puisse dire j'ai la solution pour la suite? L'autre événement politique aujourd'hui, ce sont les ex-membres du gouvernement qui ont regagné les bancs de l'Assemblée nationale. C'est notamment le cas de Jean-Marc Ayrault, mais aussi de Marie-Arlette Carlotti, l'ex-ministre déléguée au handicap. S'est assise pour la première fois à sa place de députée qui a été occupée jusqu'à présent par son suppléant Avi Assouli. On écoute Marie-Arlette Carlotti. J'ai pas du tout l'impression de rétrograder, du tout. J'ai l'impression de faire autre chose, de faire mon travail, la mission qui est une mission politique importante ailleurs qu'au gouvernement. J'ai commencé, je continue dans un autre lieu. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Anna Roseau. Pas de baisse du chômage en France fin 2015 selon l'OCDE. Après une stabilisation à 9,9% en 2014, l'Organisation de coopération et de développement économique prévoit une légère diminution de 0,1%. Fin mars, les chiffres du chômage faisaient apparaître une quasi-stabilité avec tout de même 1600 nouveaux inscrits à Pôle emploi sur un mois et un nouveau record de 3,34 millions de demandeurs d'emploi. Le statut des beaux-parents examiné à l'Assemblée nationale. À la clé, la création d'un mandat d'éducation quotidienne. La mesure permettrait aux beaux-parents d'accomplir, avec l'accord des 2 parents, des actes de la vie quotidienne sans autorisation spécifique. Aujourd'hui, le beau-parent ne dispose d'aucun statut légal. Un enfant sur 10, soit 1,5 million de mineurs, vivait en 2011 dans une famille recomposée. Pas d'espoir d'amélioration pour Vincent Lambert d'après les experts. Dans un rapport commandé par le Conseil d'État en février dernier, ils décrivent un état de conscience en dégradation et une communication inexistante avec son entourage. Depuis un an, le cas de ce patient tétraplégique de 38 ans relance le débat sur la fin de vie. Le Conseil d'État devrait se prononcer avant l'été sur le cas de Vincent Lambert.
Le plus long tunnel sous-marin du monde fête ses 20 ans. Prouesse technologique, poignée de main historiques, catastrophes boursières ont marqué l'histoire d'Eurotunnel, emprunté par plus de 20 millions de voyageurs en 2013. Retour à votre actualité locale avec tout d'abord dans l'Hérault 9 ports qui se sont distingués pour leur démarche en matière de protection de l'environnement et de la qualité de l'eau. C'est le fameux pavillon bleu des ports, une récompense obtenue entre autres par Bouzigues, la Grande Motte, Carnon, Palavas ou encore le Cap d'Agde où une barge écotank collecte les déchets dans le port de Plaisance. On vous en a parlé il y a 2 mois à propos d'environnement, toujours suite à des travaux, d'une pollution spectaculaire a été mise au jour sur le canal de la Crau, des sacs plastiques et autres déchets, vestiges de la décharge d'Entresaint qui se sont accumulés dans le cours d'eau. Aujourd'hui, après de nombreuses hésitations, l'heure est au nettoyage, un chantier compliqué comme a pu le constater Sidonie Caneto. Des déchets raclés par un engin agricole, des sillons sur les berges. C'est la technique que teste la préfecture pour l'enlèvement des déchets plastiques qui polluent le canal de la Crau. Une première action attendue par les associations de défense de l'environnement depuis 2 mois. On a vu que les 2 mois d'inaction de la préfecture ont fait que les plastiques qui avaient été sortis sont retombés dans le canal avec la pluie et le vent. On sent qu'on est en pleine improvisation. En labourant les berges, les déchets qui commençaient à s'enfouir reviennent à la surface et certains volaient au vent. Pas sûr que cette technique soit efficace en termes de dépollution réelle. On a l'impression que ce qui est mis en œuvre, c'est juste un petit nettoyage des berges, de ce qui se voit, et que le fond du problème, c'est-à-dire les plastiques qui sont au fond du canal, dans la réserve de Crau et dans la réserve naturelle des marais du Vigra, pour le moment, personne nous dit on va nettoyer cette pollution, on se contente d'un petit nettoyage cosmétique, on va dire, des berges du canal. La préfecture doit venir sur place dans la semaine. Le but, constater l'efficacité de cette technique et la valider ou pas. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'asthme. Cette maladie inflammatoire des bronches est en constante progression. 4 millions de Français sont asthmatiques. Alors comment vivre avec l'asthme dans une ville aussi polluée que Marseille? C'est un reportage de Sevgi Altuntas et Jennifer Chenet. C'est un peu violent, hein. Je suis d'accord. Oui. Un geste désagréable mais qui fait du bien au petit William. Il permet de dégager ses bronches et ainsi de prévenir les crises d'asthme, une pratique qui suscite au départ l'appréhension des parents. La première fois c'est dur, mais après on prend un coup et puis en fait il souffre pas, c'est désagréable mais il souffre pas, c'est pas vrai. L'asthme est une maladie inflammatoire des voies respiratoires, souvent héréditaire. Il peut parfois se déclarer après la naissance. Les professionnels de la santé conseillent des gestes simples pour réduire les risques de contracter cette maladie. Les parents qui fument doivent se changer avant de prendre leur enfant dans les bras. Parce que le tabagisme passif par les vêtements, c'est juste dramatique. Ça, c'est la première de ce truc. Une chose que je voulais vous dire, c'est que pour éviter l'asthme, il faut dépolluer les enfants. Ça veut dire que Marseille étant une ville relativement beaucoup polluée, il faut faire sortir les enfants de Marseille très souvent. Aujourd'hui, la France compte 4 millions d'asthmatiques, soit 7% de la population. Dans le cadre de cette journée mondiale de l'asthme, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans le département. Chacun a pu tester son souffle et prendre conscience des risques liés à cette maladie.